Radio J. Radio J, le grand entretien. Radio J. Denis Charbit, bonjour. Bonjour Eva. Vous êtes politiste et professeur à l'Université ouverte d'Israël et votre dernier livre, Israël, impossible, État normal, vient de paraître aux éditions Kalman Levy. Israël, État sans frontières, démocratie sans constitution, État en guerre, et cette vulnérabilité des Juifs, y compris dans l'État qui devait les en protéger, est apparue au grand jour et de façon violente après les massacres antisémites commis par le Hamas le 7 octobre. Justement, est-ce que c'est le 7 octobre qui vous a poussé à écrire ce livre qui ne ressemble à aucun autre que ceux que vous avez écrits? On en parlera. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le livre est le fruit d'une réflexion antérieure au 7 octobre. Je dis d'ailleurs à la fin, juillet 23, juillet 24. Je dirais que c'est le livre que, sans doute, que j'ai écrit plus vite que les autres. Les autres, j'ai mis 2 ans, parfois 2 ans et demi. J'ai vraiment pris le temps. Là, c'est vrai que... Alors, bien sûr, chaque chapitre... Donc, le livre est indépendant du 7 octobre. C'est pas un livre sur le 7 octobre. Je sais qu'il va y avoir une flopée... Non, puis comme il y a des références aussi sur le 7 octobre. Exactement, voilà. Alors, bien sûr qu'à partir du 7 octobre, il était clair, j'avais peut-être écrit la moitié de mon livre, ou peut-être un peu moins. J'avais déjà la conception, la structure, tout ça était prêt. Mais il est vrai que chaque chapitre, pour ainsi dire, est traversé par le 7 octobre. Je ne crois pas, il faudra que je regarde, mais je ne crois pas qu'il y ait un seul chapitre où ça n'apparaît pas. Non. Parce que qu'on parle du pouvoir religieux, qu'on parle de la démocratie sans constitution, où là, bien entendu, je fais plus allusion aux 7 premiers mois aux mois qui ont précédé le 7 octobre. Les fameuses manifestations en Israël contre la fameuse révolution ou réforme judiciaire. Mais bien entendu qu'après le 7 octobre, il s'est passé 2 choses. La première, c'est que toutes ces questions-là ont été en quelque sorte secouées, bouleversées, et donc bien entendu que ça apparaît. Et puis il y a aussi une deuxième chose que je ne peux pas nier, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du fait de l'avoir terminé en 1 an, c'est que oui, il y a eu une pression amicale et douce de mon éditeur pour me dire le 7 octobre arrive, il faut le terminer et effectivement le sortir un peu avant, parce que encore une fois, c'est pas des témoignages sur le 7 octobre, c'est pas les conséquences, c'est pas une analyse de la guerre, etc. Mais bien entendu que et c'est pour ça que j'ai même écrit cet épilogue en hommage à une des militants, à Viviane Silver, une des militantes de la paix qui a été assassinée par le Hamas le 7 octobre. Mais voilà, en le mettant en épilogue, je lui donne à la fois un certain statut, mais en même temps une manière de dire, non, ce n'est pas un livre uniquement ou sur le 7 octobre et ses conséquences. Non, c'est un livre sur Israël. Israël, et vous définissez au début ce qu'est un pays normal. Un pays normal, c'est un pays en paix, raté. Un pays normal, c'est un pays qui a des frontières, raté aussi. Pourquoi Israël n'y arrive pas ? Voilà. C'est exactement là. D'abord, vous savez, quand on écrit un livre, quand on fait de la recherche, et c'est un livre de recherche, même s'il y a une dimension personnelle dont on parlera tout à l'heure, on doit partir, quand on écrit un livre, avec une recherche, on doit partir avec une question. Voilà. Et la question que je me suis posée, c'est la question qu'a posée Herzl dès le début, le fondateur du sionisme, celui qui a rédigé l'État des Juifs, l'utopie Nouveau Pays Ancien, Alt-Neuland, et qui a dit, voilà, le sionisme, pour que les Juifs soient un peuple comme les autres, dans un État comme les autres, s'articulent, s'alignent. Après, une fois qu'ils seront dans leur État, ils feront ce qu'ils veulent et ils sauront refléter leur singularité culturelle, religieuse, etc. Linguistique. Mais ce que le sionisme a souhaité foncièrement, c'est de normaliser ses relations avec le monde non juif. C'est un échec, le sionisme ? C'est pas un échec. Non. C'est comme toute expérience. Quelque chose où on vient avec des intentions et après, les intentions, elles se réalisent partiellement. Alors, le point de vue du livre, je dirais, et ça, c'est très important de le comprendre, je le dis avec toute honnêteté, c'est que quand je dis l'impossible état normal, et vous voyez bien que dans ce titre, il n'y a pas c'est bien, c'est mal, etc. C'est un état normal qui est difficile à réaliser. Voilà. Et quand je dis cela, on pourrait penser que l'explication, puisque l'idée, c'est pas simplement de donner un titre, c'est d'expliquer pourquoi, c'est dire, oui, c'est à cause du monde arabe, c'est à cause de l'ONU, c'est à cause des Palestiniens, etc., etc. Alors bien sûr, j'ai un chapitre là-dessus, mais
Et là, je dirais que ça correspond profondément, et on en avait parlé d'ailleurs une fois ensemble dans une émission, c'est, je dirais pour moi, la notion de responsabilité et d'indépendance. C'est-à-dire, avant, et c'est pour ça que c'est le dernier chapitre, avant de dire « Ah, on n'est pas un État normal parce qu'on nous en veut, parce qu'on nous laisse pas tranquille, parce qu'on n'accepte pas l'idée qu'il y a un État pour les Juifs, etc. » Ce qui est vrai. Mais avant d'en arriver là, je dis, voyons, et là c'est une question presque d'éthique, pas simplement de recherche, c'est avant, pour ainsi dire, de pointer un doigt accusateur sur les autres, voyons pourquoi nous-mêmes, nous n'avons pas été capables de construire cet État qui soit normal. Et quand je dis normal, je le dis d'emblée, ça veut pas dire médiocre, ça veut pas dire moyen, ça veut pas dire insipide et sans saveur. Non, non, avec toute la créativité dont on est capable. Mais pourquoi on n'y arrive pas? J'ai voulu, et je mets l'accent effectivement principal sur les raisons pour lesquelles nous n'y sommes pas arrivés. Après, bien sûr, avec le dernier chapitre sur la question palestinienne, c'est voir qu'est-ce qui fait que dans nos relations avec le monde et nos relations avec le monde arabe et en particulier les Palestiniens, voilà pourquoi ils ne nous ont pas laissé le faire en quelque sorte. C'est donc un livre assez juif, hein, en fait, un livre d'introspection. Alors justement, cette anormalité d'Israël ou cet état normal impossible, pour le raconter, vous êtes parti de vous, de vos expériences personnelles, de votre parcours. C'est pas un livre classique pour un politiste. Est-ce que vous êtes né en Algérie? Est-ce que ce rapport empêché à une identité pleine, entière, sans aspérité, sans déracinement, cette expérience, cette vie qui est la vôtre, est-ce que ça éclaire justement sur l'impossibilité qu'Israël soit un État normal? Alors, je vais répondre à votre question, non sans dire au préalable que, voilà, pourquoi ne pas révéler les secrets de fabrication d'un livre. J'avais écrit, je crois, la moitié de l'ouvrage. Je l'avais envoyé au directeur de la collection. Je tiens à préciser d'ailleurs que le livre paraît dans la collection Diaspora, qui a été une collection mythique pour tous ceux qui aiment l'histoire juive ou la pensée juive, Neher, Scholem, voilà, et qui a disparu avec son fondateur, Roger Herrera, dont je salue la mémoire. Et voilà, près de 10 ou 15 ans après, Kalman Levy a décidé de faire ressurgir cette collection Diaspora, dirigée par Emmanuel Levin. Et Emmanuel Levin, un jeune homme d'une trentaine d'années, lit mes premiers chapitres et me dit, écoute Denis, c'est très bien, j'étais déjà à Paris, donc durant cette année sabbatique, il me dit, c'est très bien, mais tu sais, je voudrais te suggérer quelque chose. Peut-être que tu devrais raconter un peu ton itinéraire. Je le regarde et je lui dis, mais pas du tout, mais ma vie, elle est ordinaire. Enfin, je veux dire, je me suis marié, 4 enfants, j'enseigne, j'écris des livres, mais voilà, j'ai pas une vie, j'ai rien. Non, mais tu sais, regarde, surtout cette période-là où tu as été effectivement beaucoup sollicité à la radio, à la télévision, puisque j'étais en France de janvier à juillet dernier, il me dit, tu sais, il y a quand même beaucoup de gens qui ont entendu parler de toi. Ça fait 20 ans quand même que tu écris sur le sionisme, t'es beaucoup intervenu à la radio, dans les radios généralistes ou la radio juive en particulier, avec des rendez-vous hebdomadaires pendant de longues années. Oui. Voilà. Donc tu te rends pas compte parce que toi tu habites en Israël depuis 50 ans, mais sache que voilà, ça peut être intéressant. Je lui dis, écoute, je sais pas comment, mais et bien entendu, je laisse ça pour la fin. Il me dit, mais je te laisse décider comment. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je fais un prologue, je fais un premier chapitre où je raconte ma vie. Et puis, j'ai senti que c'était pas du tout moi, c'est pas du tout ma manière d'être, etc. et de faire. Et il est vrai qu'après, j'ai fait beaucoup d'interventions dans des communautés juives, dans des cercles politiques non français, etc. Et souvent, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes sont venues me dire « Ah, je vous suis depuis longtemps. » et ça. Bon. Et à ce moment-là, j'ai eu cette idée-là. Voilà. Et j'ai dit 2 choses. Pour entrer en matière, j'ai respecté la même structure, voilà, sans frontières, sans démocratie. C'est un livre hybride, voilà, parce que c'est un livre de politiste, voilà, et en même temps où il y a des expériences personnelles, voilà, qui éclairent. Et j'ai trouvé la formule, en fait. Et Emmanuel Levin était ravi. Je dis, voilà, en fait, j'ai trouvé comment le faire. Je vais le faire en commençant le chapitre par mon rapport à la question. Je traite du pouvoir religieux. Quel est mon rapport au judaïsme? Je traite de la question palestinienne. Quelle a été la première expérience que j'ai faite? Mais vous voulez pas répondre à ma question. Ma question, c'était
Israël, impossible état normal. Israël, c'est peuplé de juifs qui sont pas forcément nés en Israël, ou en tout cas dont les parents, grands-parents, arrière-grands-parents sont nés ailleurs. Et ma question, c'était de savoir, vous, Denis, effectivement, vous vous racontez un peu dans ce livre, vous êtes donc né en Algérie, ensuite vous êtes venu en France, c'est des parcours de vie où on n'est pas dans le pays où on va mourir, avec des aspérités, des identités fracturées, hybrides. Est-ce que c'est ça, les Juifs, finalement, eux-mêmes, aussi par leur parcours dans différents pays, différentes identités, nationalités, qui font le fait qu'Israël soit un impossible État normal? Les Juifs, avant Israël, n'ont jamais été étatisés. Alors, c'est vrai, mais je dirais que pour moi, cet apport des nouveaux immigrants, qui ensuite ont des enfants qui naissent dans le pays, qui deviennent ce qu'on appelle des sabras, pour moi, c'est ça qui fait la richesse d'Israël. C'est là où je ne suis pas, encore une fois, je dis bien, je sais que, je le dis d'emblée dans l'introduction, je sais que le mot de normal réveille plutôt des associations négatives. Un état normal, bon, c'est pas très séduisant. Non, non. Moi, je dis, on doit faire avec ce que l'on a, et ce que l'on a, c'est une richesse humaine, c'est une diversité humaine. J'en parlais hier dans un débat. Je disais, vous savez, en France, on a découvert le concept de la diversité il y a 10 ou 20 ans. Il faut voir la diversité, nanana. Mais nous, on le vit depuis le début. Et je trouve que cette diversité, bien sûr que c'est ce qui fait que les étapes primordiales ou les premières étaient sans doute beaucoup plus difficiles. Il faut apprendre une langue, il faut s'intégrer, des personnes qui viennent d'horizons totalement différents, avec des préjugés, etc. Il faut faire avec des Arabes palestiniens qui vivent en Israël. Je ne parle pas des territoires occupés. Et je dirais que c'est ce qui fait, sans aucun doute, la richesse. Vous savez, quand je participe à, je sais pas, à des conseils, je sais pas, à la fac ou à des réunions de rédaction, de revues, etc. Et je vois la diversité des parcours. Mais pour moi, c'est pas ce qui empêche la production d'un État. C'est pas ce qui fait un État anormal. Je dirais que c'est une richesse, et je dirais que c'est sans doute une des raisons pour laquelle je suis favorable à ce qu'on appelle la loi du retour, c'est-à-dire le fait qu'on laisse toujours la porte ouverte à des Juifs qui décident, soit parce qu'ils sont persécutés, soit parce qu'ils veulent rejoindre cette expérience-là, parce qu'ils introduisent à chaque fois un sang neuf. Ils redynamisent la société. Israël, c'est l'État multiculturel par excellence, d'après vous? Oui, parce que, alors d'abord, parce qu'il est multilingue, juif et arabe, même si l'arabe n'est plus langue officielle depuis la loi sur l'État-nation du peuple juif de 2018, mais il reste une langue parlée par 2 millions sur les 10 millions d'habitants de ce pays. Il est multiconfessionnel, puisque vous avez des juifs, vous avez des chrétiens, vous avez des musulmans, essentiellement d'ailleurs des musulmans parmi les minorités arabes d'Israël, vous avez des druzes également sur le plan confessionnel, et puis à l'intérieur des juifs, de la population juive, oui, multiculturelle, parce que d'abord la référence au judaïsme n'est pas identique chez de l'orthodoxe aux sionistes religieux et aux laïcs, avec toutes les divers, je dirais avec l'éclatement, j'en parle beaucoup dans le livre, avant, en 48, on était croyants, pratiquants, ou on l'était pas, point. Et là, vous avez, comment dirais-je, une gamme de possibilités. Moi, ce multiculturalisme-là, ou ce judaïsme multiple ou pluriel, moi, je l'admire, je l'adore, j'ai besoin de tout le monde en plus. Je suis pas en train de dire, mais il faut pas être ceci ou il faut pas être cela. Et puis, vous avez effectivement les origines, c'est-à-dire, il y en a qui viennent des États-Unis, il y en a qui viennent de France, du Maroc, etc. Même si ça devient de plus en plus rare, c'est-à-dire aujourd'hui, les pays d'immigration, c'est quoi? C'est la Russie, l'Ukraine, la France, etc. Mais initialement, il n'y a plus de juifs d'Irak qui viennent, il n'y a plus de juifs d'Égypte, d'Algérie, c'est tout ça, effectivement. Oui, c'est déjà des deuxième génération, mais qui arrivent et voilà, moi je suis né en Algérie, mais vous savez, je le dis dans le livre, je l'ai quitté à 1 an et demi, donc il ne faut pas me poser à moi des questions, comment c'était Oran ou comment c'était Sidi Bel Abbès, je n'en sais rien. À 1 an et demi, on se souvient de rien. Mais j'ai grandi dans une famille pour laquelle ça avait du sens, pas forcément de nostalgie, mais enfin voilà, et bien entendu que ça enrichit, je veux dire, la manière dont je parle, puisque je suis politiste en Israël avant tout, bien sûr que c'est enraciné dans une expérience, parce que j'ai grandi en France, de l'âge de 1 an et demi jusqu'à l'âge de 14 ans, et que ces 13 ans qui sont pas énormes dans une vie humaine, mais pour moi, elles ont été formatrices, et c'est sûr qu'elles colore, et une manière de dire peut-être, dernière chose, une manière de dire pourquoi ces chapitres-là commencent sur 4 ou 5 pages pour un parcours personnel, c'est une manière de dire, voilà, comprenez mes convictions
où elles s'enracinent, d'où elles viennent, de quelle expérience elles sont le fruit. Alors, justement, votre expérience, il y a un passage qui est touchant et qu'on ne s'attend pas à lire dans un livre sur le sionisme et dans un livre d'un politiste. Vous parlez, vous êtes critique sur l'État d'Israël, notamment par rapport aux Palestiniens. On y reviendra. Mais ça repose sur une expérience fondatrice lorsque vous avez fait votre service militaire et que vous étiez en train d'assurer l'ordre en fait devant une école palestinienne et que vous aviez votre arme, votre uniforme et pour arrondir les angles, vous avez voulu discuter avec une mère et sa fille qui attendaient le troisième frère qui devait sortir. Et là, ils vous ont regardé. La mère n'a pas voulu vous répondre et la petite était effrayée. Et ça vous a traumatisé, Denis ? Traumatisé, le mot est trop fort. On a tellement connu de traumatisme cette année que je n'irai pas jusqu'à dire traumatisme. Mais c'est l'image de vous que vous renvoyez qui vous a choqué. Je dirais, donc j'ai 18 ans, on est en 1979, je suis en Israël depuis 5 ans. Il faut bien comprendre, je suis arrivé en 1974, j'ai fini ma première terminale dans un lycée hébraïque, donc j'ai un bon hébreu parce que pour moi c'était essentiel de parler parfaitement l'hébreu. Je n'admettais pas l'idée de baragouiner, etc., de mal le parler. Et 4 ans après, hop, 1978, je rentre à l'armée et en 1979, je suis en parachutiste en plus, c'est-à-dire service. Je veux dire, j'ai sauté en parachute, j'ai une belle expérience. Voilà, il y a l'opération Litanie, il y a des opérations de maintien de l'ordre que tout soldat fantassin fait. À un moment de son service, il est dans les territoires, il est là pour assurer l'ordre. Ça peut être un checkpoint. Moi, c'était pas un checkpoint. Et je dis d'ailleurs, j'ajoute, et je suis très sensible au fait que ce passage-là vous a retenu votre attention. Je dis, c'est une situation ordinaire. J'ai pas vu l'humiliation, comment un soldat a tabassé un Palestinien ou l'a humilié par terre ou lui a... Non. Je suis devant l'école, comme vous le dites. Je suis là pour assurer l'ordre. Voilà, donc une tâche policière. Je me sens un peu mal à l'aise parce que je vois bien que voilà, c'est un peu spécial quand même. Qu'est-ce que je fais devant un lycée ou même une école maternelle plutôt. Voilà, et voilà, et j'essaye d'engager un peu la conversation avec le peu d'hébreu que j'ai, un peu d'anglais, etc. Bon, et je vois, comme vous dites, la mère qui me renvoie un visage de fermeté, c'est-à-dire avec moi, on ne parlera pas, parce que tu es l'occupant et que je suis l'occupé. Et la fille me regarde et elle, c'est la détresse dans son regard que je vois. Et là, ce qui est important, et je complète le récit que vous avez commencé d'évoquer, c'est là où ma formation en France est capitale, elle joue beaucoup, parce que moi j'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup le cinéma. Et quand je vois le visage de cette femme fermée, qui ne répond pas à ma demande de communication, alors j'arrête aussitôt, je ne cherche pas à la prolonger, et me revient, mais j'allais dire en pleine gueule, si on peut parler de manière un peu familière dans une radio, me revient en tout cas en pleine mémoire ce récit extraordinaire qui a nourri mon adolescence ou mon enfance, Le silence de la mer de Vercors. Je vous rappelle rapidement Le silence de la mer de Vercors, le grand récit de la résistance française où un officier allemand réquisitionne une maison, comme ça c'est beaucoup fait en 40, et la nièce, enfin la jeune fille, ne s'y oppose pas, elle va pas l'empoisonner, elle va pas le tuer, elle va pas faire nada, mais elle dit la seule chose que je peux faire, c'est bien sûr consentir à ce que vous entriez, que vous mangiez à notre table, etc. Mais je ne vous adresserai jamais la parole. Denis, vous avez conscience de ce que ça peut évoquer, ce genre de comparaison, puisque là, vous comparez, vous, en tant que soldat israélien, avec l'occupation en France. Oui. Ça peut choquer ce genre de comparaison. Non, c'est pas l'Holocauste que je compare. Je parle pas de la Shoah. Je parle pas. Attendez, la jeune fille française, c'est une jeune française qui voit débarquer chez elle. Alors attention, moi je dis en plus avec beaucoup d'humour quand même dans le livre. Parce que vous parlez aussi de la grande vadrouille. Je parle de la grande vadrouille également, effectivement. Vous avez raison. Mais je dis attention, je suis pas le joli officier capitaine von Ebrenac. Je n'ai pas réquisitionné sa maison, mais je sens il y a un télescopage, voilà, que je ne peux pas contrôler. Je n'ai pas dit c'est la même chose et on fait nage. Mais une occupation, je veux dire,
l'occupation française, l'occupation allemande, c'est un pays qui en occupe un autre. Je ne parle pas de la légitimité, est-ce qu'ils avaient raison, pas raison, etc. Je dis simplement, il y a une situation là où elle dit, tu es l'occupant, je m'incline devant l'occupant, mais je ne lui adresse pas la parole tant qu'il est occupant. Et dans Le silence de la mer, mais c'est pas du tout l'histoire que moi je raconte, dans Le silence de la mer, elle a des sentiments amoureux pour cet officier, mais elle dit, je m'interdis de les manifester parce que nous sommes dans une situation inégale. C'est cette asymétrie. Dire asymétrie, c'est pas dire c'est la même chose, etc. Alors, justement... Et je comprends que ça puisse choquer, mais quand j'explique le cadre, je pense que ça... Mais ça, je dirais, ces émotions-là de lecteur, en l'occurrence, et vous avez raison, je le cite parce que je veux pas paraître prétentieux, il a lu Vercors, etc. Je cite également Bourvil. Il y a, quand Bourvil et De Funès essayent de rentrer dans une auberge où ils vont être protégés, ils passent et puis il y a une patrouille qui passe et on voit Bourvil faire un petit regard comme ça, d'effroi, et c'est, en voyant cette petite fille, c'est ce même regard. C'est-à-dire, je suis la force. Et dans une démocratie, un soldat ou un policier n'est pas censé être la force au sens répressif du terme. Justement, Denis, c'est important ce passage. Ça dit énormément de choses en réalité. C'est peut-être même la quintessence de cet ouvrage. C'est effectivement, vous êtes soldat israélien, vous vivez en Israël depuis longtemps, vous interrogez aussi tout au long de cet ouvrage cette impossible normalité à travers beaucoup de critiques. Mais on va les passer les unes après les autres. Israël, État sans frontières, quel problème ça pose ? Encore une fois, je prends la normalité démocratique. Voilà. Même d'ailleurs, pas en l'occurrence pour les frontières. Tout État dans le monde qui se respecte a des frontières et les déclare. Voilà. Alors, qu'en 1948, et encore une fois, j'essaye d'analyser, je ne fais pas un procès, je condamne pas, c'est pas mon propos. Mais je dis, voilà, en 48, lorsqu'on proclame la déclaration d'indépendance, Ben Gourion ne définit pas les frontières de l'État d'Israël. Il en avait une référence, c'était le partage de 1947. Il ne le fait pas pour d'évidentes raisons. On sait que le lendemain, les armées arabes vont envahir le pays. Donc, à quoi ça sert de déclarer des frontières? On ne sait pas si à la fin de la guerre, on sera d'abord on vivra encore, voilà, encore, ou si on les aura maintenus, ou voire si on les a étendus. Et en l'occurrence, on les a étendus. Très bien. On a été agressé, on a le droit d'étendre son territoire. C'est la peine qu'encourt l'agresseur lorsqu'il agresse un pays, c'est qu'on peut s'emparer d'une partie de son territoire pour le dissuader de le faire. Donc on sait, mais après 1949, on ne décrète pas que les frontières de l'État d'Israël sont celles qu'elles sont. On aurait pu dire en 49, voilà, on avait... Et pourquoi ? Ah, voilà. Parce qu'il y a une ambiguïté. Parce que, alors on peut dire, comme le mandat britannique portait... Cette ambiguïté, elle porte aussi sur le terme que vous employez, occupation, pour parler des territoires palestiniens où vous vous trouvez, où certains Palestiniens parlent d'occupation et d'autres disent non, c'est la Judée-Samarie. Et en Judée-Samarie, il n'y a pas de colonisation, c'est la terre ancestrale des Juifs. C'est à cause de ça que ces frontières sont impossibles à trouver. Exactement. Et attention, ne me faites pas dire que je ne pense pas que la Judée-Samarie ne fait pas partie de la partie ancestrale. Oui, elle fait partie de la partie ancestrale. Et alors ? Ce n'est pas pour moi une raison, parce que le revers, si je puis dire, de ce débat que je mène depuis des années, c'est que, ok, c'est vrai, c'est une partie de la partie ancestrale, mais si au nom de la récupération de cette partie ancestrale, la Cisjordanie ou la Judée-Samarie, je dis en fait aux Palestiniens, eh bien vous n'avez le droit à rien. Ah oui, vous pouvez aller en Tunisie, vous pouvez aller en Jordanie, vous pouvez aller partout ailleurs, mais vous imaginez un Palestinien qui vient me dire « Ah, mais tu peux aller à New York, tu peux aller à Paris. » Mais attendez, on parle de la patrie. On ne parle pas d'une patrie d'élection, on parle de la patrie concrète. Eh bien, si le prix à payer, et là, je le dis en toute connaissance de cause, et je sais que je suis discuté, contesté, et pourquoi pas, mais si le prix à payer pour qu'on soit un État anormal sur le plan des frontières, c'est que, eh bien, non seulement on n'a pas de frontières, et on n'a pas de frontières parce que, bien entendu, aucun gouvernement israélien, on va dire Smotrich et Ben Gvir excepté, ne peut déclarer ouvertement
que la Cisjordanie, c'est la Judée-Samarie et c'est l'État d'Israël. Et c'est pour ça que c'est une administration militaire. Même nous, on ne touche pas à ça, parce qu'on sait bien que si demain on décrète que c'est l'État d'Israël, là, je veux dire, c'est tout le monde occidental et le monde entier qui nous met au banc. Et pour le coup, de manière fatale et inévitable. Et je ne sais pas quel allié on aura encore à ce moment-là. Mais ce que je veux dire, c'est que si non seulement à cause de cela, on n'a pas de frontières, mais on dit, en gros, on regarde les Palestiniens en face et on leur dit, vous, la terre, une indépendance, une liberté, zéro. Ça, pour moi, c'est pas possible. Soit on vit dans un cadre binational, comme en Israël, hein, où il y a des Juifs, des Arabes, très bien, pourquoi pas. Mais ça, qui est prêt à le faire en Israël? Qui est prêt à dire, je vais garder la Judée-Samarie et je vais accorder tous les droits à tous les Palestiniens? Ceux qui veulent garder la Judée-Samarie, ils disent, il y a un État en Israël où il y a des Juifs, des Arabes, etc. Pourquoi est-ce que des Juifs, même s'il y a un État palestinien, ne pourraient pas rester en Judée-Samarie? Les Palestiniens ne veulent pas qu'il y ait de Juifs en Judée-Samarie. Après tout, s'il y a un État palestinien, puisque Israël accepte qu'il y ait des Palestiniens, pourquoi les Palestiniens ne pourraient pas accepter qu'il y ait des Juifs? Alors, j'ai envie de vous dire, sur le principe, vous avez entièrement raison. Moi, je n'ai aucune opposition à ce que des Juifs décident, dans le cadre d'un accord avec les Palestiniens, consentent à ce qu'il y ait une présence juive dans un futur État palestinien. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, ils deviennent une diaspora. Certes, dans une partie de la partie ancestrale, mais plus citoyen israélien. Et là, et puis j'ai presque envie de vous dire, avec un peu d'ironie, si c'était moi qui habitais dans l'État de Palestine, je pense que ça irait. Quand ce sont les fers de lance de ceux qui nient aux Palestiniens qu'ils ont des droits, je suis pas sûr que ça se passe très bien. Donc je suis pas sûr que ce soit une très bonne mesure. Mais je ne souscrirai jamais à l'idée que tous les Palestiniens... Et puis il faut ajouter une autre dimension sur laquelle on oublie d'ailleurs, et souvent en France, et je le rappelle, etc., cette Palestine, si elle venait à voir le jour, hein, on n'en est pas là aujourd'hui, si elle venait à voir le jour, elle aurait quoi? Elle aurait près de 5300 km². 5300 km², c'est même pas un département français. Alors, introduire une population juive, encore une fois, moi, sur le principe, j'ai aucun problème, et si on y arrive, tant mieux. Je pense que c'est peut-être un peu trop tard, mais vous savez, moi, je suis tellement l'avocat des ensembles pluriels. Moi, je pense que l'Algérie, par exemple, puisque vous avez évoqué le fait que je sois né en Algérie, je pense que l'Algérie a tellement perdu à ce qu'elle n'ait pas su retenir ses enfants français. Et donc, moi, je dis, hein, je sais que ça fait un peu sourire beaucoup de gens, mais moi, je trouve que c'est formidable qu'il y ait des Palestiniens en Israël et qu'ils soient citoyens israéliens. Ça introduit de la diversité, ça introduit de la richesse, ça introduit aussi un peu de tension et des conflits et des contradictions, etc. Mais moi, je n'ai pas, quand je parle d'État juif, je n'ai pas la mystique d'un État homogène où 100% seraient juifs et de surcroît, ils seraient tous pratiquants et religieux. Moi, cette uniformité-là, mais ça me fait peur. Le sionisme, c'est quoi pour vous, Denis Charbit? Parce que quand on entend sionisme, notamment depuis le 7 octobre en France, ce qu'on entend, c'est soit d'un côté, dans le sionisme, tout est bien, c'est les autres qui sont les méchants, et de l'autre côté, dans le sionisme, tout est mal. C'est des occupants, ils sont tous d'extrême droite, ils sont suprémacistes, etc. Donc pour vous, Denis, c'est quoi le sionisme? Écoutez, je dirais, en faisant un tout petit peu d'introspection, si je pense que ma voix a été entendue au sens où on m'a autorisé à l'exprimer à ce micro et à tant d'autres micros, c'est précisément parce qu'ils ont identifié, vous et tant d'autres, ont identifié que je n'étais... S'il y a bien une chose que j'aborde, c'est le manichéisme. Donc quand vous dites, et vous l'avez super bien défini, et je le reprendrai à mon compte, le sionisme, c'est tous mauvais, et tous coupables, et tous machin, et racistes, etc. Machin. Et ceux qui disent non, c'est tous les autres qui sont méchants, et nous, on est l'Immaculée Conception, on est formidable, extraordinaire, etc. S'il y a bien quelque chose qui caractérise ma voix publique, hein, je ne parle pas de ma voix de chercheur ou de politiste, c'est effectivement cette volonté de repousser, mais avec, comment dirais-je, avec détermination, ces deux manières de voir le sionisme. Alors bien sûr, celle qui consiste à dire on est tous bien et meilleurs, on est les meilleurs et les autres sont méchants, etc. Bien sûr qu'elle est plus inoffensive que celle qui consiste à dire vous êtes des salauds, vous êtes ça. Mais pour moi... Parce qu'il y a eu le 7 octobre voilà, quand même. En plus, il y a eu le 7 octobre. Le 7 octobre, bien sûr. Et vous rendez hommage à la fin de votre ouvrage à Viviane Silver, qui était une militante pour la paix.
le 7 octobre a balayé aussi toute une partie de ce camp-là, puisque c'est les kibboutz qui ont été attaqués, Denis. Donc, il y a eu le 7 octobre. Oui. Et d'ailleurs, ça balaye l'ensemble de votre livre. Ça balaye l'ensemble de mon livre, bien entendu. Mais ce que je dis, et d'une manière d'ailleurs un peu sévère, mon éditeur m'a dit « T'es sûr que tu veux mettre cela ?» Je dis oui, oui, oui. En plus, il y a une référence à Boris Vian, et donc j'y tiens beaucoup. C'est « Ne crachez pas sur sa tombe ». J'ai employé cette expression qui est forte. Pourquoi? Parce que cette idée Viviane Silver. Viviane Silver, oui, bien sûr. Parce que dire « Ah, Viviane Silver, ah, mais qu'est-ce qu'elle était naïve, elle a jamais rien compris aux Arabes, elle a rien compris aux Palestiniens. Regardez, elle s'est fait même massacrer par le Hamas. » Je trouve qu'il y a dans cette manière de récupérer son destin, c'est se servir de sa mort pour réduire à néant sa vie. Et ça, je trouve ça insupportable. Elle a mené un combat, elle croit à ce combat, et je pense, je peux pas parler à sa place, bien entendu, que elle aurait souhaité que son combat continue. Mais ça ne veut pas dire que Israël n'a pas d'ennemis et que la question n'a jamais été là. On nous prête une naïveté, c'est absolument inconcevable. On nous prête, je dis, à ce camp favorable à une réconciliation avec les Palestiniens et à la paix avec les Palestiniens, on nous prête une naïveté, mais qui n'a jamais été notre cas. Moi, je n'ai jamais sous-estimé, nié l'hostilité. J'ai dit simplement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour réduire cette hostilité? Et attention, moi je suis complètement, mais je n'ai jamais fait, mais le moindre, on peut écouter tous les billets hebdomadaires que j'ai fait avec vous, Eva, ces dernières années, je n'ai jamais eu la moindre ni compassion, ni compréhension du Hamas. Enfin, le Hamas, c'est pas un parti laïque que je sache, c'est un parti islamiste, qui veut islamiser la société palestinienne, qui n'a jamais fait mystère de sa volonté de détruire l'État d'Israël, et je suis désolé, ce n'est pas moi et ce n'est pas à gauche qu'on a dit tiens, il faudrait indirectement soutenir le Hamas en autorisant le Qatar à lui filer de l'argent. C'est même le contraire souvent à gauche par rapport au Hamas. Bien entendu. C'est-à-dire un lien à renforcer avec l'autorité palestinienne, c'est ça qui est promu par la gauche, mais justement pour cornériser le Hamas. Le Hamas. Et on a fait le contraire. Et donc, on devrait, du 7 octobre, alors bien sûr, tout le monde a été ébranlé. Et moi, je l'ai été, en ce sens que, oui, le mal est possible. J'ai écrit des textes dans des ouvrages collectifs qui sont parus ou qui vont paraître. Mais justement, il y a quelque chose de très intéressant. Vous dites que vous enviez les gens qui réussissent à dire les victimes palestiniennes et les victimes israéliennes, toutes les victimes comptent. C'est pareil, vous dites que vous les enviez. Oui. Pourquoi? Alors, je dis ça parce que c'était... vous voyez, c'est là où ce livre procède, comme je l'ai dit, d'une expérience. J'étais dans un débat et quelqu'un a dit, c'est catholique, hein, c'est un débat de catho de gauche, on va dire, j'étais invité à parler, et quelqu'un a dit ah, mais pour moi, les vies palestiniennes comptent autant que les vies israéliennes. Alors je lui dis, je suis convaincu que vous auriez pu dire aussi le contraire, les vies israéliennes valent autant que les vies palestiniennes. Elle me dit oui, oui, bien sûr. Et à ce moment-là, je lui dis, mais très sincèrement, et je le dis encore à ce micro très sincèrement, je dis, j'admire les sociétés, comme la société européenne, qui ne vit plus dans la guerre depuis 1945, on pourrait dire pour la France depuis 1962, avec la guerre d'Algérie. J'admire ces sociétés dans lesquelles, effectivement, quand on regarde un conflit, les vies des deux parties sont absolument égales. Je dis, mais voilà, moi je viens d'un pays, je viens d'une région, pas d'un pays, je viens d'une région qui est en conflit et dans lesquelles, entendez-le, assumez-le, je m'adressais à cette personne, bien entendu que pour les Israéliens, les Juifs en Israël, les victimes israéliennes comptent beaucoup plus que les vies palestiniennes. Et j'ai ajouté aussitôt, mais sachez bien que je n'attends absolument pas que pour un Palestinien, la vie d'un Israélien vaille autant que la vie d'un Palestinien. C'est ça qui fait qu'on ait un conflit. C'est pas simplement qu'on se fait la guerre de temps en temps, c'est qu'il y a il y a une déshumanisation, mais qui est propre à la guerre. C'est pas propre aux Juifs, c'est pas propre aux Arabes, c'est propre à la guerre qui entretient cette négation. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, bien sûr que les unes et les autres se valent, mais c'est vrai que les 1200 morts, enfin au lendemain du 7 octobre, m'ont arraché des larmes, que les 20 000 ou 30 000 ou 40 000 au moment où je l'ai écrit du côté palestinien ne m'arrachent pas. Je le dis pas
de gaieté de cœur. Et quelqu'un m'en faisait encore. D'ailleurs, vous enviez ceux qui peuvent. Oui, faire voilà, j'ai envie. Et je rêve d'arriver dans une situation, d'être dans une situation de paix où quand il y a un mort de là, on est le même rapprochement, on est la même approche. Mais comment dirais-je? C'est là où on est encore une société anormale, si j'ose dire, c'est-à-dire qui n'est pas en paix. Donc je ne blâme pas Israël en disant vous n'avez aucune empathie, etc., etc. Je comprends très bien d'où ça vient, mais je veux créer les conditions pour que ça devienne une situation où, si c'est un mort de tel côté ou de l'autre, etc. Et puis, il faut faire aussi avec la nature humaine. Je veux dire, bien entendu, qu'on est toujours plus affecté par la mort des siens, que les siens soient la famille, ou les amis, ou la nation, que voilà, une catastrophe ferroviaire en frère vous fera beaucoup plus, vous émouvra beaucoup plus que une même catastrophe ferroviaire en Chine. Mais c'est normal, enfin, je veux dire, mais foncièrement, dans la tête, on devrait penser que tout est la même chose. Denis Charbit, justement, vous écrivez sur les Palestiniens et votre propos, c'est de dire que la querelle sur l'échec du processus de paix est épuisante, stérile et désespérante, puisque chacun impute à l'autre la responsabilité de cet échec. Elle est un peu abrupte, ma question. Mais le 7 octobre, est-ce que cela n'a pas montré qu'il était impossible de trouver un point d'entente, un modus vivendi avec les Palestiniens? Et là, je ne parle pas que du Hamas, puisque en Judée-Samarie ou en Cisjordanie aussi, le Hamas est très populaire. Donc, est-ce que le 7 octobre n'a pas montré ça, que si, il y avait bien un côté dont c'était plus la faute que l'autre? Oui. Alors, encore une fois, dans une situation de conflit, chaque peuple a tendance à imputer à l'autre la responsabilité de la situation. Voilà. Que ce soit clair, en Israël, vous parlez du 7 octobre. Je vais parler du 7 et du 8 octobre, si je puis dire. Et je dis, il faut aussi se poser là. Bien entendu que je vais presque faire une hypothèse un peu hasardeuse, parce que je ne peux pas le prouver. Mais j'ai comme ça une sorte d'hypothèse qui m'inquiète un peu, et en vertu de laquelle Sinwar et le Hamas a mené la guerre ou l'opération ou le massacre qu'il a mené pour déraciner de tout Israélien, de tout Juif en Israël, l'idée que la paix est possible. Et je reconnais, et je sais que là-dessus je ne vais pas être suivi, mais je l'assume quand même, j'ai aussi le sentiment que la manière dont nous avons conduit la guerre, c'est aussi un message envoyé aux Palestiniens pour déraciner en eux l'idée qu'on puisse faire la paix avec Israël. C'est-à-dire que chacun à son échelle, et je ne suis pas en train de faire une comparaison, on n'a pas violé, on n'a pas machin, etc. Mais l'ampleur du bilan que je refuse d'appeler dommages collatéraux, c'est un mot que je n'emploie pas dans mon vocabulaire. Mais et je suis conscient qu'il y a une différence entre larguer une bombe et tuer de sang-froid des individus que vous avez dans le maison. Mais je dirais que d'une certaine manière, le chiffre compense, dans ma vision morale des choses, le chiffre, le bilan des pertes palestiniennes compense la manière dont le Hamas a massacré. Pas compense pour dire on est égal moralement, mais pour dire, et pourquoi vous dites ça m'épuise ce débat? Parce que, et je suis historien, donc je devrais être passionné par le débat. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça a réussi? Moi, ce qui me fait vibrer, ce qui fait que je viens aujourd'hui vous parler, demain à France Inter, après-demain ailleurs, etc., c'est quoi? C'est que moi, ce qui m'obsède depuis que je suis en Israël, c'est la réconciliation. C'est pas la poursuite de la guerre. Et si je veux la réconciliation, il y a bien un moment où il faut que je sois capable de dire c'est mon ennemi, mais derrière cet ennemi, il y a un être humain. Et alors vous allez dire, mais comment après le 7 octobre tu peux le dire? Eh bien je dis, c'est mon effort à moi de trouver pierre, on dit en hébreu, even tachat even, sous chaque pierre, de trouver ces Palestiniens qui, après avoir été prouvés depuis 1948, la Nakba, l'occupation depuis 67, le blocus de Gaza, etc., sans les disculper, mais de dire comment on fait au final pour trouver une solution qui fait qu'on puisse leur reconnaître une certaine dignité. Denis Charbit, les tenants du sionisme jabotinskien vous répondront pour arriver à la paix, il faut montrer en face que Israël est là
pour rester, pour durer. Il faut leur montrer quelque chose de dur pour qu'ils sentent qu'on est puissant et qu'ils n'aient plus envie de nous attaquer. On peut vous répondre que ce qui se passe à Gaza, c'est un peu ça. Pour l'instant, il y a ce qui se passe à Gaza, mais c'est pour montrer qu'Israël est là pour rester. Et une fois que les Palestiniens seront convaincus que Israël est là pour rester, alors à ce moment-là, il pourra y avoir un dialogue égalitaire. Alors, j'aurais admis cette hypothèse si les mêmes qui disent « il faut être fort » disaient « mais une fois qu'on sera fort, on saura reconnaître aux Palestiniens leur droit à l'autodétermination nationale ». Mais ça, personne vous le dira. Ils vous diront tous « il faut parler le langage de la force ». Personne ne tiendra ce langage-là que je tiens. La force. Est-ce que être fort, c'est ne pas faire la distinction entre des civils et des militaires, des combattants du Hamas? Je n'en suis pas certain. Est-ce que c'est possible de faire ça? C'est difficile. Non, mais ça, je l'ai analysé moi-même à ce micro et dans d'autres micros. Je l'ai expliqué à mes étudiants à Sciences Po à Menton. Je leur ai dit, écoutez, qu'est-ce qui se passe quand il y a une guerre? Les civils s'en vont dans les pays voisins. Ils sont en Ukraine, ils vont en Pologne, etc., etc. Là, il n'y a pas. Les frontières étaient fermées. L'Égypte les a fermées, etc. Donc, je suis conscient. Je n'ai jamais, d'ailleurs, jamais... On ne trouvera jamais un mot sous ma signature, sous ma plume ou sous ma voix parlant d'une quelconque allégation de génocide. Jamais. Je n'ai jamais souscrit et je le combats avec toute ma vigueur et toutes mes forces lorsqu'on me le dit. Mais comment dirais-je, par rapport aux opérations antérieures, on en a mené des opérations. Et puis, je dirais... Je suis pas certain que ce langage de la force, s'il n'est pas articulé à un langage de, comme on dit, de la paix des braves, je ne suis pas sûr que ce langage de la force tienne. La preuve, c'est que ce langage de la force, il était encore vigoureux le 6 octobre, il était représenté par le gouvernement et ça s'est effondré le 7 octobre. Mais non, les seules leçons qu'on entend tirer du 7 octobre, c'est la gauche s'est trompée, la gauche est naïve, il n'y a pas de paix avec les Palestiniens. Et pourquoi vous en tiriez pas non plus la conclusion que vous avez pensé depuis 10 ans que la question palestinienne c'est fini? Attendez, il faut lire. Ça y est, demain on fait la paix avec l'Arabie Saoudite, ça y est, le monde entier s'en fout de la question palestinienne. Et ça nous est revenu comme ça en pleine figure. Et au lieu d'en tirer la conclusion, et si on commençait à considérer les Palestiniens avec un peu plus de sérieux? Alors là où je suis Jabotinsky, parce que vous avez posé une question sur le sionisme et Jabotinsky, moi j'ai jamais promis et je ne m'engagerai jamais en disant aux Palestiniens, vous avez raison, nous avons tort, la Palestine nous appartient, 100% c'est à vous. Non. Moi, la justice absolue pour les Palestiniens, c'est pas mon truc. Et c'est la raison pour laquelle, en préconisant une solution à 2 États, je suis parfaitement conscient que je déçois la moitié des Palestiniens, si ce n'est plus. Justement. Mais je dois le faire. Et je sais qu'en disant la solution à 2 États, je dois décevoir la moitié des Israéliens, si ce n'est plus. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'il y a une majorité de ce côté, une majorité de l'autre, que je vais dire, moi, ça y est, j'ai plus de conviction. Alors, jamais de la vie. Je continuerai à parler jusqu'à extinction, même si, au final, l'histoire ne m'aura pas donné raison. Alors, Denis, j'aimerais quand même vous faire réagir à quelque chose, puisque justement, on parle de 2 États. Il y a pas longtemps, à Paris, il y avait la fête de l'UMA. La fête de l'UMA, ça a toujours été quelque chose de plutôt pro-palestinien, sauf que là, c'est la fête de l'UMA post-7 octobre, avec tous les problèmes qu'il y a en France. Et notamment, on a vu quelqu'un comme Salah Hamouri qui a été accueilli en grande pompe. On a vu aussi qu'il déniait la solution à 2 États. C'est aussi le cas de Rima Hassan. Et eux, par exemple, une personnalité comme Rima Hassan, pour les Français qui ne connaissent pas la question, elle représente les Palestiniens. Dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle exprime, Denis, quel regard vous posez là-dessus? Alors écoutez, j'ai eu la chance, pas un grand privilège, j'étais à Sciences Po Menton, elle était invitée. Et j'étais dans la salle. Tout le monde m'a regardé, waouh, l'Israélien qui vient écouter Rima Hassan, etc. Ils savent que je suis sioniste, etc. Je l'ai écouté, je me suis dit, je vais poser une question. Et j'étais tellement, là, fatigué, dégoûté, que j'ai renoncé à poser ma question. Je savais que ça n'aurait aucune prise. Pour moi, voilà. Pourquoi vous étiez là, fatigué? Mais parce que Rima Hassan,
c'est pas elle la personne en tant que telle, mais ce militantisme-là, ce manichéisme-là, c'est tout ce que je déteste. Et là, je voudrais insister sur l'honnêteté de mes convictions. Si je déteste ce manichéisme chez les Juifs, pourquoi vous pensez, enfin, c'est pas que vous le pensez, mais pourquoi pourrait-on penser que je ne le déteste pas chez les Palestiniens? C'est-à-dire que et c'est pas parce que l'un est occupé et l'autre est occupant que je dirais, ah, mais je comprends un peu plus le manichéisme de l'autre, etc. Oui, sans doute, on peut être un peu plus, etc. Mais foncièrement, toute personne qui vient pour m'expliquer que le conflit israélo-arabe, il y a des bons et des méchants. Après, il y en a qui vont dire les bons, c'est les Juifs, les méchants, c'est les Palestiniens, ou le contraire. C'est un discours auquel je ne peux pas adhérer. C'est plus fort que moi. D'abord parce que ça éternise le conflit. Parce que si on est peuplé de Hima Hassan et de Itamar Ben-Gvir, eh ben écoutez, bonne chance Israël et bonne chance la Palestine. Ça va être le carnage à la fin. Et je le dis avec gravité, ce sera le carnage. Alors peut-être qu'on s'en sortira un peu mieux, peut-être qu'ils s'en sortiront un peu moins bien, ou j'en sais rien, etc. Mais c'est ça qu'on propose à nos enfants. C'est ça la vision d'Herzl, d'un État comme les autres, d'un peuple comme les autres, etc. Réveillons-nous. Denis. Et je n'ai pas dit que pour cela, il faut baisser la garde sur la sécurité d'Israël. Je tiens à rappeler quand même les forces qui ont été déplacées de la bande de Gaza, de limitrophe, vers la Cisjordanie. C'était pas une décision de la gauche, c'était une décision du gouvernement. Ils ont pensé qu'ils avaient raison. Je n'en doute absolument pas. C'est pas qu'ils prévoyaient et qu'ils n'ont pas... Mais... je veux dire, mes convictions ne remettent absolument rien en cause de la nécessaire sécurité et protection d'Israël. Mais Rima Hassan, Itamar Ben-Gvir, je ne vais pas en prendre deux figures en France, pour moi, je suis malade d'entendre un Ben-Gvir et un Smotrich, je le dis dans le livre d'ailleurs. Oui, et là aussi avec accent personnel, je dis, quand je lis leur prose, leur discours à la Knesset, etc., je regretterais presque de comprendre l'hébreu parce que voilà, du coup je comprends ce qu'ils disent. Et quand j'entends Rima Hassan, je suis épuisé, fatigué par cette radicalité Comment vous expliquez, militante. Denis, parce que vous abordez aussi la diaspora dans votre livre, et effectivement, vous dites ce que le Hamas a fait le 7 octobre, vous venez de le dire, c'était pour casser le fait que les Israéliens puissent se dire que la paix était possible. Ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, ça a aussi eu des conséquences sur les Juifs ailleurs. Et la première des conséquences, ça a été un soutien à Israël. Justement, vous n'êtes pas manichéen et vous décrivez ce soutien à Israël à travers 3 phases, la diaspora comme recrue, la raison d'être du sionisme, la diaspora partenaire et la diaspora, ça c'est la dernière, rivale qui récuse le sionisme. Ma question c'est, est-ce qu'il suffit de faire son alia pour être sioniste et est-ce qu'il suffit de ne pas la faire pour ne pas l'être? Alors voilà, c'est très bien. Très bonne. Et je suis heureux d'avoir écrit ce chapitre-là. En plus, pour un lectorat français, alors qu'il soit juif ou non, mais quand il est juif, lorsqu'il vit en diaspora. J'analyse effectivement, encore une fois, c'est pas un ouvrage d'actualité, enfin, c'est un ouvrage qui traite aussi de l'actualité, mais qui pense les choses depuis le début du sionisme. Et je dis, globalement, le sionisme a eu vis-à-vis de la diaspora, il a serré la diaspora en 3. Il a dit, la diaspora recrue, c'est-à-dire, vous allez pas bien, vous avez envie de rejoindre cette expérience, venez. Voilà, c'est l'immigration, c'est l'ALIA. Voilà, très bien. Ça, je le soutiens parfaitement, aucun problème. Il y a également la diaspora partenaire, c'est-à-dire celle qui dit « Moi, je ne peux pas vivre en Israël. Parce qu'il fait trop chaud, parce que y a trop de religieux, parce que je parle pas hébreu, parce que je suis bien en France et que j'aime la France, etc., etc. Voilà. Et là, je dis effectivement, dans le livre, je dis là, Israël devrait avoir, vis-à-vis de cette diaspora partenaire, un regard plus adulte. C'est-à-dire cesser de la regarder comme un potentiel de recrue. Voilà. S'ils veulent venir, s'ils doivent venir, très bien, venez. Mais regardez-les comme des communautés qui veulent rester là où elles sont. Est-ce que les communautés qui veulent rester là où elles sont et qui sont dans ce
partenariat. Est-ce qu'elles aussi, même si elles veulent rester là où elles sont, il n'y a pas quelque chose de symbolique, comme quand on dit l'an prochain à Jérusalem, oui, en sachant qu'on n'ira pas? Oui, tout à fait. Et je trouve ça très bien. Et moi, de ce point de vue-là, je n'ai pas ce discours, tout sioniste que je suis, je n'ai pas ce discours qui consiste à regarder toute personne. Voilà, vous êtes en face de moi, dire quand c'est qu'elle va venir, quand c'est qu'elle va venir. C'est pas une obsession pour moi. La diaspora mérite d'exister. Vous voulez venir en Israël? Bien sûr que Baruch Haba, bienvenue. Je suis ravi et une partie de mes impôts ira à l'intégration de ces juifs. Mais pas ce discours de tout partenaire est potentiellement une recrue. Mais ce dont je parle à la fin, et c'est ça le plus inquiétant, et c'est là où l'actualité, comme vous dites, a changé le chapitre. Il se peut que si je l'avais publié il y a 1 an, j'aurais pas fait part de quoi. C'est la diaspora rivale. La diaspora rivale, celle qu'on voit aujourd'hui dans les jeunes générations. Le nombre de juifs en France et aux États-Unis, puisque j'étais aux États-Unis. Surtout aux États-Unis. En France, c'est manifesté comme par des jeunes juifs qui étaient à la fête de l'UMA. Pas tous, mais oui, tout à fait. Cédec, mais Golem aussi y était. Mais ce que je veux dire, c'est que je vois effectivement, je m'en suis rendu compte, je les ai vus, j'ai vu des parents me parler effrayés de leurs enfants qui ne comprennent pas Israël, qui sont hostiles à Israël, etc. Et je dis, attention, mesdames, messieurs, et je m'adresse aux Israéliens, nous avons bénéficié d'une diaspora recrue, tous les juifs qui sont venus tels que moi, et nous avons bénéficié d'une diaspora partenaire, le judaïsme français, le judaïsme américain, etc. Attention, nous ne voulons pas régler le problème des frontières, nous ne voulons pas regarder les Palestiniens en face. Qu'est-ce qu'on est en train de faire surgir? C'est un antisionisme qui existait dans le boom dans les années 30, qui après 48 et après 67 avait disparu. Et voilà qu'il commence à s'épanouir. Sauf que c'est différent parce qu'à l'époque, il y avait un débat sur est-ce qu'il faut créer... Est-ce qu'il faut créer? Voilà, là, il existe. Eh bien, moi, encore une fois, j'ai discuté avec des jeunes étudiants, me dire, voilà, je suis juive, croyante, pratiquante, observante, mais... hostile au sionisme, pas contre le gouvernement israélien actuel, hostile au sionisme. Et je dis... Regardez les effets de cette volonté de ne pas résoudre le conflit. Attention, on va me dire, mais eux aussi veulent pas résoudre le conflit. Je sais bien que tout n'est pas entre mes mains. Ok. Mais quelle bonne foi nous montrons. Aucune bonne foi. Nous disons, aucune. Le gouvernement actuel, aucune bonne foi. Pourquoi aucune? Parce que même si demain les Palestiniens nous suppliaient de créer un État palestinien à côté d'eux, en disant nous adorons le sionisme et vive Israël, ils seraient toujours en train de dire c'est notre terre et allez vous faire foutre. Voilà, il faut dire les choses telles quelles. Attendez, on n'a pas de la droite classique, libérale et machin. On a de la droite extrême en Israël. C'est pas. Il faut voir ce qu'ils écrivent. Encore une fois, je vous le dis, quand je les lis en hébreu, je dis mais pourquoi je comprends l'hébreu, ce qui m'oblige à lire cette prose-là. Mais vous seriez, je voudrais dire un mot, mais même des auditeurs favorables à la Judée-Samarie, favorables aux implantations, mais ils seraient effrayés d'entendre ce qu'ils disent, la manière dont ils parlent. C'est terrifiant, cette rhétorique-là. Elle est nouvelle, elle était chez Kahana il y a 30 ou 40 ans. Elle, aujourd'hui, elle est au pouvoir. C'est le ministre des Finances. Ça vous fait peur? Ah, moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur. Mais vraiment. Je suis sérieux. Mais comme vous auriez peur, comme beaucoup de Français, enfin peut-être pas tous les Juifs et peut-être pas tous les Français, mais si le Front National, le Rassemblement National parvenait au pouvoir. Avec évidemment des conséquences, puisque Israël est un impossible État normal et les conséquences évidemment de ce type de déclaration sont très importantes pour un pays comme Israël qui est donc l'État, le foyer du peuple juif, et le peuple juif a aussi une histoire de vulnérabilité qui se voit aussi dans l'État d'Israël. Merci beaucoup Denis. Merci Eva, merci beaucoup.